Bonjour à tous. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour la 7e édition de BIG, pour le campus Moyen-Orient. Ceux qui ne peuvent pas être présents physiquement avec nous aujourd'hui, sachez que tous les ateliers sont retransmis en live sur big.fr et seront tous disponibles en replay sur YouTube. Donc moi, je suis Marie-Catherine Mollet, chargée de développement export pour le Moyen-Orient, la Turquie et l'Asie centrale. Et je suis basée à Dubaï. Et nous sommes pour cet atelier en présence d'Anne Gadel. Donc Anne, vous êtes membre de l'Observatoire Afrique et Moyen-Orient de la Fondation Jean Jaurès et vous êtes spécialiste de la région Moyen-Orient. Vous avez vécu 2 ans au Qatar, un peu moins de 2 ans. Un peu moins de 2 ans, puisque vous avez été attaché économique à l'ambassade de France à Doha. Et donc vous connaissez très bien le Golfe. Le Golfe qui depuis de nombreuses années est le théâtre de rivalité, comme on le sait, entre l'Asie, notamment la Chine et les États-Unis. Et du fait de son emplacement stratégique, qui fait le lien entre l'Asie et l'espace méditerranéen. Et donc le Golfe a vraiment des cartes à jouer dans tout ce qui se passe. Elle n'est pas juste spectateur de ces confrontations dans la région. En témoigne le rôle du Qatar récent dans la crise afghane. Qatar qui est devenu un canal de communication crucial dans ces enjeux. Et donc, en parlant de ce retrait progressif de l'armée américaine, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus sur ce désengagement de la région ? Merci Marie-Catherine. Alors, simplement avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais cadrer un petit peu la chose en termes géographiques. On va parler du Golfe et en particulier des pays du Conseil de coopération économique des États du Golfe. Et c'est un choix totalement délibéré de ma part, mais je vais me concentrer sur beaucoup Arabie Saoudite, Émirats, Qatar, et je vais parler ponctuellement du Koweït, d'Oman, quand je vais parler de projets économiques. Mais voilà, c'est voulu de ma part, c'est parce que c'est vraiment les pays qui concentrent énormément d'enjeux en fait dans la région. Donc voilà, ce sont les pays qui sont en rose sur la carte. Comme vous l'avez dit, Marie-Catherine, c'est la région du Golfe. C'est une région qui n'est absolument pas du tout en marge de la Great Power Competition que l'on voit se déployer entre les États-Unis et la Chine. On pourrait penser que c'est une région qui est un petit peu en marge de tout ça, mais on va voir que au plan économique et voire même politique et sécuritaire, il faudra nuancer tout ça, mais voilà, il y a un regain d'intérêt de cette région et ça peut devenir un enjeu de cette Great Power Competition. Toujours de manière équilibrée, mais voilà, on va en discuter pendant cette discussion. Je voulais juste mettre en parallèle ce qui s'était passé en mars 2021, quand le ministre des Affaires étrangères chinois avait fait un grand tour du Moyen-Orient, du Golfe. Il y a eu beaucoup de contrats signés, notamment un partenariat avec l'Iran qui a fait beaucoup de bruit. Et je le mets en relation, en miroir avec ce même ministre qui est pris en photo avec les talibans en août dernier. Voilà, tout simplement pour montrer que ce soit réel ou pas, que ce soit effectif sur le terrain ou pas, la Chine tente de se positionner sur un terrain qui est un petit peu nouveau pour elle dans le Golfe, le terrain politique. Voilà un petit peu ce que ça va donner. La présentation va s'articuler en 2 temps. Je vais d'abord parler de la stratégie des Américains dans le Golfe sur fond de cette grande tendance de désengagement. Et dans un deuxième temps, on va voir est-ce que ça pousse d'autant plus les pays du Golfe à se jeter, entre guillemets, dans les bras de la Chine, de quelle manière, sur quel plan, etc. Vous l'avez compris, ma présentation, je vais toujours essayer d'être très nuancée. C'est jamais noir-blanc dans la région. Alors, pour poursuivre un petit peu sur la présentation que vous commenciez à faire de la région, nous, on a très récemment vu ce que ça pouvait donner, cette Great Power Competition sur la scène mondiale. Je parle de l'affaire AUKUS et des sous-marins. Voilà, on a très clairement vu que quand les intérêts américains sont concernés, quelle que soit la zone, les alliés européens ou le Golfe, voilà, c'est plutôt ça qui est prioritaire pour les Américains, à tel point que ça inquiète certains partenaires historiques des Américains dans le Golfe. À la World Policy Conference, Anwar Gargash, qui est donc une personne extrêmement haut placée dans le milieu des affaires étrangères aux Émirats, a quand même dit, je le cite, il est inquiet qu'une nouvelle guerre froide se profile. Il faut absolument que les confrontations soient évitées à tout prix. Donc en fait, on sent bien qu'il parlait de l'affrontement entre la Chine et les États-Unis, et on sent bien que les pays du Golfe, finalement, n'ont pas très envie de choisir et n'ont pas très envie de se retrouver dans une situation où ils sont contraints de choisir. Alors, dans un premier temps, j'aimerais revenir sur la stratégie de la nouvelle administration américaine pour le Golfe.
En fait, il ne faut pas du tout penser qu'il y a une rupture totale entre l'administration Trump et l'administration Biden. Au contraire, il y a quand même une grande tendance au désengagement, une grande tendance à aussi un recalibrage des relations, un rééquilibrage des relations entre les États-Unis et leurs alliés traditionnels dans le Golfe. Tout ça pourquoi ? Tout ça pour enfin faire ce fameux pivot vers l'Asie que les Américains ont eu beaucoup de mal à faire jusqu'à présent. Ils avaient déjà anticipé depuis fort longtemps le fait qu'il fallait accompagner un petit peu cette montée en puissance stratégique de la Chine, mais le Golfe avait fonctionné un peu comme et le Moyen-Orient en général avait fonctionné comme un empêcheur de pivoter en rond. On a eu Al-Qaïda, il y a aussi toutes les conséquences des printemps arabes, ce qui s'est passé en Syrie, etc. Ce qui a en fait un petit peu empêché les Américains de faire ce fameux pivot vers l'Asie. Depuis Obama, on ne parle quand même que de ça. Obama, je me rappelle plus quelle était sa formule, mais en gros, voilà, foreign policy at home, enfin, nation building at home. On a continué tout ça sous l'administration Trump, America First, quel que soit le domaine, très bien. Et avec Biden, on a pu penser qu'il y aurait un infléchissement, mais pas vraiment en fait, parce que Biden, c'est foreign policy for the middle class. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire avant tout défendre les intérêts des Américains, et notamment dans ce qui peut se passer dans le Golfe. Et là, on voit que l'administration Biden, avec les nouvelles équipes formées autour des questions moyen-orientales, la priorité, c'est de revenir sur les dossiers principaux, c'est-à-dire régler les crises principales qui empêchent un petit peu tous les dossiers d'avancer, notamment la crise yéménite. Il y a eu un certain nombre d'actions qui ont été prises par Biden pour un peu essayer de débloquer ce dossier yéménite. Pourquoi ? Pour se concentrer sur la reprise des négociations avec l'Iran. Et là, Clément Terme vient d'en parler très très bien. L'idée, c'est de reprendre ce que Obama avait énoncé sous l'adage, entre guillemets, sharing the Middle East. Il faut absolument, pour les Américains, pour qu'ils puissent se désengager, qu'au niveau local, au niveau régional, il y ait une nouvelle architecture de sécurité qui se forme, qui se consolide. Ça suppose que les États de la région soient en capacité d'établir une sorte d'équilibre un petit peu westphalien de la puissance, de telle sorte que leur puissance mutuelle s'annule, entre guillemets, qu'il y a un équilibre maintenu de cette manière-là et qu'ils soient aussi capables de se défendre. Et c'est d'ailleurs une chose vers laquelle on semble très timidement avancer dans le Golfe. J'aimerais revenir sur ce qui s'est passé en janvier 2021. Il y a eu l'accord qu'on appelle l'accord d'Al-Oula. C'était un accord assez important qui a été signé en Arabie Saoudite et qui marquait en fait le début d'un dégel des relations entre les puissances principales du Golfe. Depuis 2017 et jusqu'en janvier 2021, il y avait un très très fort antagonisme, un blocus, un embargo du Qatar par ce qu'on appelait les pays du quartet, avec l'Arabie Saoudite en tête, mais derrière ce projet, on voyait très très clairement la patte des Émirats, qui sont un peu un rival stratégique du Qatar dans la région. Tout cela bloquait énormément de dossiers dans la région. À partir de janvier 2021, on a vu que les choses ont commencé à se détendre. Il y a eu un dialogue évidemment entre Qatar et Arabie Saoudite, une reprise timide de dialogue entre les Émirats et le Qatar, mais aussi tout un tas de dégels et de désescalades entre l'Arabie Saoudite et la Turquie, entre l'Égypte et la Turquie. Et puis finalement, on en a parlé dans les sessions précédentes, on voit qu'il y a un dialogue qui s'amorce entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. Tout ça, pour moi, s'inscrit dans cette grande idée générale que les Américains ne sont plus un allié totalement aussi fiable qu'avant. Il va falloir essayer de réduire au maximum les antagonismes et les points de tension dans la région. Et puis, d'autant qu'on a constaté en 2019, et ça on l'avait aussi beaucoup évoqué, les attaques iraniennes sur les installations de Abqaq et Rurais en Arabie Saoudite. Là, on s'est clairement rendu compte que la doctrine Carter, c'était fini. Les Américains n'interviendraient pas dès lors qu'il y aurait des intérêts stratégiques de leurs alliés traditionnels qui seraient atteints dans la région. On vous vend suffisamment d'armes comme ça, vous êtes quand même capable de vous défendre. Manifestement, il ne l'était pas assez. Et c'est aussi cette crainte-là qui préside beaucoup à cette reconfiguration d'alliance. Et c'est un peu ce mouvement de plaque tectonique que l'on observe actuellement dans le Golfe. Et puis, donc, pour en quelque sorte amorcer une nouvelle architecture de sécurité dans le Golfe, on a vu qu'ils étaient capables de s'organiser entre eux, ces fameux États du Golfe. C'est un petit peu tout ce qui préside, tout ce qui sous-tend l'engagement de la coalition arabo-yémen. Il y a aussi une coopération militaire qui reprend beaucoup entre l'Arabie Saoudite et la Turquie, notamment pour la construction commune de drones Karaïel. Et puis on voit aussi que les... J'ai sûrement oublié de passer une slide. J'étais trop... Voilà, désengagement, recalibrage, nouvelle architecture de sécurité.
Et puis voilà, on voit que les États du Golfe tentent aussi de se tourner vers d'autres puissances. Moi, ce que j'ai trouvé assez significatif, c'est qu'au lendemain de la chute de Kaboul, les Saoudiens sont allés en Russie signer un accord de coopération militaire parce que bon, c'est quand même peut-être une bonne manière d'assurer l'avenir. Et je voudrais citer en guise de transition ce qu'a dit Kenneth McKenzie, qui faisait partie de la précédente administration et qui travaille au sein d'un think tank à Washington, qui dit qu'il ne faut vraiment pas sous-estimer en fait que la Great Power Competition et la rivalité stratégique avec la Chine se déroule notamment dans l'Indo-Pacifique, mais pas seulement. Ça se déroule aussi dans le Golfe. Donc ça appuie ce que je dis, donc je suis tout à fait d'accord. Mais merci, et comme vous l'avez dit, avec le retrait progressif des États-Unis de la région, on est un petit peu pendu pour voir si les pays du Golfe vont, comme vous l'avez dit, se jeter dans les bras de la Chine pour trouver d'autres partenaires pour leur sécurité. Et la Chine a des partenariats stratégiques dans la région avec l'Arabie Saoudite, avec les Émirats. Vous allez revenir dessus par la suite. Et donc, ils ont une stratégie de pénétration bien particulière. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette stratégie? Comment se manifeste-t-elle sur les plans économiques, politiques, stratégiques dans la région? Effectivement. Donc là, c'est un peu l'occasion de se demander si le désengagement américain et un certain nombre de signaux qui sont envoyés par l'administration Biden, ça peut être un catalyseur de ce que j'appelle pivot vers l'Asie, mais c'est une manière un petit peu, voilà, c'est un petit clin d'œil au pivot to Asia de Obama, de Biden, etc. Est-ce que ça peut être un catalyseur de cette tendance qu'ont les pays du Golfe à se tourner de plus en plus vers la Chine? Et pour ça, il faut examiner en fait la stratégie de pénétration de la Chine dans le Golfe. Il faut d'abord dire que le Golfe ne constitue pas une zone prioritaire pour la Chine. C'est pas une zone stratégique pour eux, c'est plus une zone parmi d'autres qui peuvent constituer d'abord un marché, des débouchés commerciaux, et puis c'est ce sur quoi je vais commencer, ce sur quoi on va développer la stratégie, enfin le schéma 1 + 2 + 3, c'est plutôt la relation énergétique qui caractérisait les relations Golfe-Chine au départ. Pourquoi? Parce que donc la Chine a une stratégie qui fonctionne avec un schéma 1 + 2 + 3. Le 1, c'est l'énergie, c'est vraiment ce qui est au cœur de la relation avec les pays de la région. Le 2, c'est un peu les deux ailes qui se déploient pour continuer cette relation énergétique. Les deux ailes, c'est les infrastructures, le commerce et les investissements. En gros, c'est le déploiement des projets qu'on qualifie, qui participent de la BRI, Belt and Road Initiative, ce projet d'infrastructure, etc. Et troisièmement, c'est un peu la cerise sur le gâteau, et c'est ce qui va permettre de pérenniser la relation entre les deux zones, c'est les nouvelles technologies, les nouvelles formes d'énergie, etc. Donc, pour donner un petit peu de substance à tout ça, d'abord l'énergie. La Chine a considéré que le Golfe était un point d'approvisionnement énergétique très important dès les années 90. Ils sont devenus importateurs nets dès 96. Et puis en 2017, là, ça a complètement explosé. Le Golfe est devenu le premier fournisseur énergétique de la Chine, avec en premier lieu l'Arabie Saoudite évidemment, mais on a aussi le Qatar en ce qui concerne le gaz. Deuxièmement, le deuxième volet, c'est-à-dire les infrastructures, le commerce, les investissements. La Chine a ce fameux concept qui est... Voilà, il y a des spécialistes de la Chine dans cette assemblée, peut-être que ce serait intéressant d'en savoir plus, mais c'est un concept très plastique, assez pratique, où on peut mettre pas mal de choses dessous. Bon, ils font coïncider leurs principes, leur stratégie Belt and Road Initiative avec les visions de développement, les visions 2030 que quasiment tous les pays du Golfe ont pour moderniser leur économie, etc., qui supposent un certain nombre d'investissements dans des infrastructures stratégiques, des infrastructures énergétiques. Il y a vraiment une multitude de projets, je pourrais vous en donner, mais ça serait quand même un petit peu rébarbatif. Il y a des projets portuaires, des projets intégration parc industriel portuaire, il y a évidemment des lignes ferroviaires, il y a les cités du futur, on en a parlé énormément, ces fameuses cités du futur qu'on peut retrouver aux Émirats arabes unis et en Arabie saoudite. Voilà, c'est extrêmement diversifié et ça offre à la Chine énormément de portes d'entrée dans le Golfe pour participer à cette construction de cette modernité que les pays du Golfe tentent de déployer. Et c'est autant de marchés sur lesquels la Chine est extrêmement bonne et peut parfois damer le pion à des Européens ou des Américains.
Je voulais simplement faire un tout petit point sur les Émirats arabes unis. C'est un partenaire extrêmement important. C'est un des 3 pays avec lesquels la Chine a un accord de partenariat global. Il y a l'Iran, l'Arabie saoudite et les Émirats. Les Émirats se sont constitués même en hub financier, en plaque tournante financière du yuan. Il y a un accord de swap et puis il y a aussi une chambre de compensation de yuan qui a été établie depuis 2015. Donc voilà, c'est pour vous dire à quel point c'est aussi extrêmement intégré au point de vue financier. Et puis enfin, sur les nouvelles technologies et les nouvelles formes d'énergie, c'est aussi assez important et c'est ce qui peut parfois laisser craindre que la Chine ne veuille pas seulement s'affirmer sur un plan économique dans le Golfe, mais qu'elle cherche à s'affirmer sur des plans qui vont être de plus en plus stratégiques. On prend le cas assez emblématique de Huawei. Huawei, nous, Européens, été contraints en quelque sorte de les bannir de nos marchés. Tous les pays du Golfe ont des accords avec Huawei pour la 5G. Huawei va ouvrir son plus grand magasin dans le Golfe à Riyad prochainement. Ils utilisent la technologie 5G de Huawei pour absolument toutes sortes de projets. Les projets des villes du futur, évidemment, mais aussi des projets liés à des technologies de surveillance, des technologies même de reconnaissance faciale, dont notamment l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis sont extrêmement friands. Et donc, de ce point de vue-là aussi, c'est à surveiller de très près, parce qu'on dépasse le cadre simplement économique. On commence à rentrer un petit peu dans les sujets stratégiques. Il y a évidemment aussi l'aspect nucléaire, notamment l'Arabie saoudite qui a quand même un programme nucléaire important. Et récemment, ce qui a attiré beaucoup l'attention, c'était ce fameux accord qui avait été signé avec la Chine pour développer l'extraction du yellow cake. Alors, je ne suis pas ingénieur nucléaire, mais j'ai compris quand même que le yellow cake, c'était une substance très importante qui pouvait être enrichie. Voilà, ça peut aller jusqu'à des fins militaires, on n'en est absolument pas là, mais voilà, ça attire tout de même l'attention. Je pourrais vous citer aussi énormément de projets dans les domaines de l'énergie verte, de l'espace, pas tant que ça finalement, mais c'est quand même un point sur lequel il y a une coopération avec la Chine, donc c'est assez quand même notable. Mais je terminerai sur un secteur très très important qui s'est révélé très important avec la crise du Covid, c'est la santé. Et notamment avec la signature de cet accord entre Sinopharm et le groupe 42 aux Émirats arabes unis pour fabriquer aux Émirats arabes unis le vaccin chinois. Là, on a atteint des niveaux de coopération qui ont été assez inédits, vraiment. Mais il faut quand même, si vous voulez, évidemment, j'ai oublié de citer la coopération militaire. Il faut absolument parler aussi du fait que les drones chinois sont très très appréciés dans la région. Pourquoi ? Parce qu'ils ont l'air d'avoir une technologie plus facile d'accès. Les Chinois ne sont pas réticents, comme les Américains ou les Européens, à faire beaucoup de transferts de technologie quand ils vendent leurs armes. Et on retrouve des drones chinois sur énormément de théâtres de conflits du Moyen-Orient, notamment parce qu'ils en ont vendu énormément à l'Arabie saoudite, aux Émirats. Il y a une coopération militaire entre l'Arabie saoudite et la Chine qui est assez diversifiée, qui va au-delà des exercices militaires conjoints, des exercices de lutte contre la piraterie. Enfin, voilà, tout ça, ça se développe et ça attire l'attention. Mais je pense que dans l'immédiat, en tout cas, voilà, les drones Winglong 2 chinois qui sont très appréciés apparemment dans la région. Il faut quand même un petit peu nuancer tout ça, parce que la Chine, dans la région, a une approche extrêmement pragmatique, très partenariale, mais le Golfe ne constitue pas un enjeu stratégique pour elle, en tout cas, même si elle montre des velléités de s'impliquer plus sur le plan économique dans la région, on n'est pas sûr qu'elle en ait réellement l'envie et les capacités. Elle n'est pas forcément willing and able. C'est plus des manières de challenger un petit peu les États-Unis sur des plans sur lesquels ils restaient quand même leaders. Ils promeuvent en fait, les Chinois dans la région, un narratif de non-ingérence. Et c'est aussi pour ça qu'ils sont appréciés. C'est pour ça qu'ils sont appréciés en tant que partenaires économiques. On sait que quand on va faire du business avec les Chinois, ils ne vont pas chercher à s'immiscer sur les questions de droits de l'homme, sur les questions, voilà, et c'est notamment pour ça qu'il y a un certain silence de leaders de la région sur la question des Ouïghours, etc., etc. Donc voilà, pas d'intervention politique malgré quelques petits signes qui ont été montrés par la Chine, notamment au moment de la crise à Gaza au printemps dernier. La Chine a dit oui, nous pourrions devenir un partenaire de dialogue, nous pourrions essayer de trouver une solution à la crise en Palestine. Bon, ils n'en ont pas les moyens politiquement et honnêtement, on n'y croyait pas du tout. Mais voilà, ça montre que
à rebours de ce qui avait peut-être été l'image de la Chine dans la région, cette fameuse image du dragon méfiant, le Worry Dragon, voire même de la puissance mondiale qui profite un petit peu du parapluie sécuritaire américain, qui fait un peu de free riding et qui en quelque sorte profite de la stabilité de la région assurée par les Américains pour pénétrer le marché au plan économique. On voit que tout ça semble bouger un petit peu. Mais pour le moment, moi, je conclurai là-dessus. Je conclurai sur le fait de dire que, certes, c'est un sujet de préoccupation, mais de manière réaliste, on ne peut pas vraiment parler de la Chine comme un challenger sécuritaire, militaire, voire politique et diplomatique sur les sujets de fond des Américains dans la région, notamment parce que le principal fournisseur d'armes dans la région, ça reste les États-Unis. Et il y a un certain nombre de bases américaines qui, malgré le mouvement de retrait américain, vont rester. Donc voilà, je conclus là-dessus. Et voilà. Merci beaucoup, Anne. Est-ce qu'il y a des questions ? Alors moi, j'ai une question. Pardon, je vous en prie. Alors moi, j'ai une question concernant, on en a parlé un petit peu tout à l'heure déjà, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, la rivalité grandissante entre les deux pays. Ouais. Dans quelle mesure elle pèse dans cette relation triangulaire entre le Golfe, la Chine et les États-Unis ? Alors c'est vrai qu'il y a une rivalité grandissante entre les deux pays qui auparavant, ça faisait pas si longtemps que ça qu'ils étaient totalement alignés au plan diplomatique. Hein. C'est vraiment le fait plutôt de l'arrivée au pouvoir de facto de MBS en Arabie Saoudite et MBZ aux Émirats. On l'a vu, le principal dossier, c'était le Yémen et puis aussi cette fameuse embargo contre le Qatar. Donc voilà, des pays qui étaient traditionnellement plutôt alignés, là, on constate qu'il y a une rivalité grandissante entre eux, mais c'est une rivalité qui se manifeste beaucoup, certes au plan diplomatique, hein, on l'a vu au Yémen avec le retrait, entre guillemets, des Émirats Arabes Unis de la coalition, pour poursuivre d'autres buts géostratégiques qui sont un petit peu opposés aux intérêts saoudiens. Bref, au plan économique, on sent qu'en fait, les pays de la région, ça va pas tant impacter ce fameux triangle avec la Chine. C'est simplement que l'Arabie Saoudite se rend compte qu'elle accuse quand même un grand retard en termes d'attractivité, en termes de croissance économique et de modernisation par rapport aux Émirats Arabes Unis. Et là, entre guillemets, ils mettent vraiment le paquet sur un certain nombre de mesures qui rendraient le territoire saoudien plus attractif. L'idée, c'est d'attirer plus de talents occidentaux, voire d'ailleurs, de les faire rester en Arabie Saoudite. Il y a eu cette fameuse décision selon laquelle maintenant les entreprises étrangères qui prétendent répondre à des appels d'offres dans certains secteurs en Arabie Saoudite devraient relocaliser leur siège social ou en tout cas ouvrir un siège social à Riyad et pas seulement aux Émirats. Il y a aussi un certain nombre pas mal de concurrence sur des nouveaux types de visas, etc. C'est assez large, c'est assez multiforme, mais je pense que c'est une rivalité qui concerne vraiment l'avenir de ces deux pays au plan économique. Et en fait, la rivalité pour attirer des investissements, qu'ils soient chinois ou autres, elle existe et elle continuera d'exister dans la région. Merci. Il y avait une question. Oui, bonjour, Jean-Christophe Long. Désolé, j'ai raté le début. Je vais peut-être reposer une question que vous avez traitée. Donc, Chine et logistique et Chine et énergie. Voilà, c'est les deux sujets. Sur la logistique, donc, on voit bien l'importance des routes de la soie et des prises des ports, de contrôle de ports dans la région, à l'entrée du Golfe, précisément. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous voyez ça comme un début d'un développement logistique plus important? Et puis pour la partie énergie, ils sont clients, évidemment, grands clients des productions du Golfe. Est-ce que ça va changer? Est-ce que ça va quand même rester une des priorités stratégiques pour eux? Merci. Alors, sur les ports, très clairement, la stratégie chinoise de BRI, de Belt and Road Initiative, les nouvelles routes de la soie maritime, ça passe par le développement d'un certain nombre de ports le long de ces fameuses routes de la soie. Donc, de cette manière, ils peuvent aussi être un peu concurrents de certains États, notamment à l'entrée de la mer Rouge avec, par exemple, les Émirats Arabes Unis. Mais oui, ça reste une stratégie extrêmement importante. C'est aussi ce qui ouvre pas mal de débouchés et ce qui ouvre pas mal d'opportunités d'investissement. Sur l'énergie, pardon, votre question? Oui. En fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même, du fait d'un relatif ralentissement économique chinois qui était préexistant à la crise du coronavirus, mais
je ne suis pas une spécialiste de la Chine, il y en a qui sont spécialistes de la Chine ici, mais du fait de quand même ce ralentissement qu'on constate, le fait aussi que les fondamentaux changent en Chine, il y a une population vieillissante, etc. Il y a aussi un mix énergétique qui est amené à se développer, etc. Certainement que le Golfe devra se préparer aussi à ne plus forcément exporter autant de pétrole. Sauf qu'on l'a vu aussi, le Golfe se positionne, et notamment l'Arabie Saoudite, sur les énergies renouvelables, en particulier l'hydrogène. Il y a eu un atelier passionnant ce matin sur l'hydrogène. Et je pense que là, c'est vraiment une manière pour eux aussi de prévoir un petit peu l'avenir. Donc moi je souscris tout à fait avec l'analyse sur l'importance donnée par la Chine à cette zone-là qui est pas prioritaire. Donc je suis tout à fait d'accord. Et j'avais une question en termes de perception, Ouais. parce que traditionnellement la Chine est quand même plus proche de l'Iran. Est-ce que cette proximité, ça met un obstacle, ou ça donne une mauvaise image de la Chine dans le Golfe, ou plus généralement un peu quelle est l'image de la Chine Question peut-être un petit peu difficile, mais je veux bien avoir le retour. Oui, tu fais bien de parler de l'Iran parce qu'en fait, c'est intéressant. La Chine a des partenariats stratégiques, le plus haut niveau de partenariat qu'il puisse avoir avec un pays, Comprehensive Global Agreement, Partnership. Ils en ont avec 3 pays dans la zone, Iran, Émirats et Arabie Saoudite. Et en fait, cette triangulation les oblige à avoir une politique assez équilibrée et ça oblige aussi les pays du Golfe à parler à la Chine, à avoir aussi une politique équilibrée vis-à-vis de la Chine. La Chine, c'est un trop gros pays pour qu'on puisse se fâcher sur ces sujets géopolitiques. Et en plus, les sujets politiques ne sont pas du tout une préoccupation de la Chine. Il y a eu ce fameux partenariat sur 25 ans signé en mars dernier. Après, on attend toujours de voir réellement quel est le scope de ce partenariat. Est-ce que c'est quand même pas beaucoup, il n'y a pas eu beaucoup d'effets d'annonce autour de ça? La question reste quand même ouverte. C'est pas du tout de nature à dégrader l'image de la Chine dans les pays du Golfe, au contraire. Il y a des liens très très forts avec la Chine dans les milieux d'affaires, dans les milieux politiques. Les grands fonds d'investissement, notamment Mubadala, ils ont des liens très très forts avec les fonds d'investissement chinois. Enfin bref, c'est pas... Et puis au niveau de l'image, notamment ce qui a pu se passer pendant la crise du Covid, avec cette fameuse coopération qui a abouti à la signature de la joint venture pour la production de vaccins, montre bien que la Chine n'est pas perçue dans les pays du Golfe comme elle est perçue en Europe. Et je dirais même plus que la Chine apporte aux dirigeants du Golfe un contre-modèle au modèle occidental qui met l'accent sur les droits de l'homme, qui est un petit peu casse-pied sur les questions politiques, pour au contraire fournir un modèle de développement autocratique qui leur convient bien et que quelque part ils admirent. D'autres questions ? Est-ce que les accords d'Abraham sont problématiques pour la Chine ? Les accords d'Abraham, merci parce que c'est un point que je n'ai pas pu aborder parce que le temps est limité. Les accords d'Abraham, d'abord, qu'est-ce que c'est? Ces fameux accords qui ont été signés avec quelques pays de la région et Israël, des accords de normalisation des relations, notamment entre les Émirats arabes unis, le Bahreïn et Israël. Il faut d'abord dire que c'est des accords qui signaient, ça entérine une situation de fait. La situation de fait qui était qu'il y avait des relations très fortes avec ces pays-là, une relation économique, technologique, mais aussi sécuritaire. Et l'idée, ça s'inscrit aussi dans cette fameuse idée de renforcer un nouvel équilibre sécuritaire régional, dans le sens où ça lie des pays sunnites du Golfe à Israël, sur un plan pour la coopération militaire, technologique, etc. Donc c'est plutôt de nature à accompagner ce fameux désengagement américain. Est-ce que ça menace les intérêts de la Chine? En fait, comme je l'ai dit, la Chine ne se positionne pas réellement sur ces aspects géopolitiques, diplomatiques, mais c'est plus au niveau des contrats qui peuvent être signés. Et d'ailleurs, on a vu que... Ah mais oui, bien sûr, on a vu que ces fameux accords d'Abraham et en fait cette surenchère d'annonces, d'investissements qui ont fait suite à tout ça entre Émirats arabes unis et Israël pouvaient mettre en péril, entre guillemets, la relation entre Israël et la Chine. Pourquoi ? Parce qu'on sait bien que la Chine investit aussi énormément en Israël. Il y a ce fameux port d'Haïfa dans lequel ils ont énormément investi, dont ils vont prendre le contrôle opérationnel. Parallèlement à ça, à la suite des accords d'Abraham, il y a eu l'annonce d'un partenariat avec les Émirats arabes unis pour développer une partie du port d'Haïfa et notamment pour que le port d'Haïfa puisse accueillir certains intérêts stratégiques américains. Donc voilà.
je pense qu'il y a aussi, évidemment, que ça se joue sur ce plan-là. Et les accords d'Abraham, à cet égard, je n'en avais pas parlé, mais merci beaucoup, c'est extrêmement important. On arrive à la fin de la session. Merci beaucoup Anne Gadel pour cette intervention très riche. On vous retrouve dans 10 minutes pour un atelier sur les villes 4.0 au Moyen-Orient. Merci beaucoup.